Est-ce que vous aimez relire vos romans quelques années après les avoir écrits? Alors, j'aime, je ne sais pas si c'est le mot aimer, mais en tout cas, ça m'intéresse. Mais il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'années que ce soit passé. Ça m'intéresse de voir comment j'écrivais il y a 20 ans, parce que ça a changé quand même. Je me dis, tiens, ça, j'aurais pas fait exactement, j'aurais pas écrit pareil. J'écris, je crois, plus simple aujourd'hui. Autrefois, j'étais plus à la recherche d'effets de style, des choses comme ça. Maintenant, c'est plus simple. Quand je joue avec le premier, c'est une horreur. Ça vous intéresse, monsieur, de faire des réécritures de romans, d'histoire? Réécriture? Comme changer l'histoire un peu, prendre l'histoire, prendre les bases de l'histoire et changer tout. Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Quand je fais quelque chose d'historique, au contraire, j'aime que ce soit vraiment très, très, très rigoureux au point de vue historique. Mais jusqu'à des détails cinglés, hein, jusqu'à un peu de névrotique. Il faut vraiment que tous les détails soient vraiment plausibles. Et qu'aucun historien puisse me dire ça, c'est pas possible. Alors ça, c'est quand même du travail, quoi. N'est-ce pas tout peut être possible dans un roman, monsieur? Non, mais quand je choisis de prendre un personnage historique ou un cadre historique, ça n'empêche pas là-dedans de faire du roman, mais il faut que tous les détails soient plausibles sur le plan historique. Enfin, c'est pas il faut d'une façon générale, en littérature, en ce qui me concerne moi. Moi, j'aime bien être imparable dans l'histoire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écrire un livre et de pas continuer? Non, jamais. Non. Enfin, si, sauf le premier, quand j'avais 10 ans. Je ne l'ai jamais terminé. C'est là qu'est née ma vocation d'écrivain. Voilà, c'est parce que je lisais énormément. Hein. Je lisais énormément. Il faut dire qu'à cette époque, il n'y avait rien d'autre pour les enfants que la lecture. Il y avait la télé, mais vraiment, il y avait une chaîne de télé noir et blanc. Quoi. Je ne sais même pas si ça marchait toute la journée. Donc il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien. Il n'y avait que la lecture. Ou s'amuser dans la rue. Donc moi je lisais énormément, comme tous les enfants de l'époque. Et c'est en lisant que j'ai eu envie de faire pareil que les écrivains que j'aimais à l'époque, Jules Verne. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon premier roman. C'est quand même... Oui. Qui sont vos écrivains préférés? Ouais, ça c'est difficile. Ceux qui vous ont poussé à commencer à écrire? Alors, bon, à 10 ans, c'était les écrivains pour la jeunesse, c'était Jules Verne, Hector Malot, je ne sais pas si les jeunes ils ont encore Hector Malot, je ne sais pas. À l'époque, on disait Hector Malot, Sans famille. Bon, voilà. Enfin bref, c'était donc les écrivains pour la jeunesse à l'époque. Et puis après, pour parler sérieusement, après quand j'ai voulu commencer à écrire des choses sérieuses, les gens qui m'ont donné envie d'écrire et en même temps c'est un challenge, un défi, parce que c'était viser un dos. Mais enfin, les gens qui m'ont donné envie vraiment de me plonger dans la littérature, ben, j'ai un peu honte à le dire, mais c'est par exemple Marcel Proust, un auteur tout simple, que j'ai découvert à l'âge de 17 ans. Et puis après, c'est plutôt des livres, c'est pas tellement des auteurs, mais ce sont certains livres. C'est des livres que je peux citer, mais pareil, c'est des auteurs qui sont tellement inconnus que je sais pas, ça va pas vous... Je pense pas que ça va vous donner une idée. Dans les connus, il y a... D'abord, il n'y a pas de contemporain, il n'y a pas d'auteur vivant, disons, qui m'ont donné envie d'écrire vraiment. C'est plutôt des auteurs voilà, du début 20e. Si je vous dis Michel Léris, par exemple, ça ne va pas vous dire grand-chose. Voilà, c'est des auteurs qui ne sont pas très célèbres,
mais qui ont vraiment compté. Par exemple, j'ai fait ma maîtrise de lettres sur un auteur que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle Michel Léris, qui est un écrivain qui est né en 1903, qui est mort à la fin du XXe siècle, et qui a écrit des très très beaux livres. Quel est le premier livre que vous avez écrit? Alors, que j'ai terminé Oui, le premier livre. Ah, donc c'était un roman qui n'est pas là, qui s'appelle Saad, qui a été publié il y a longtemps déjà. C'est par rapport toujours au Tommy. Est-ce que vous trouvez que le rôle de Tommy pour Gabriel, est-ce que ça a été une expérience plutôt réussite ou positive, ou bien plutôt négative Voilà, dont ça, il n'a pas entièrement bénéficié? Parce que ça a eu un grand impact sur sa vie quand même. ouais. Il a pu entrer dans la personnalité de Tommy, ce qui a révélé peut-être certains dons d'acteur, mais ça a quand même eu un grand impact sur sa vie. Il devenait Tommy. Et est-ce que cet impact est positif ou négatif? Négatif, plutôt. Ou l'expérience en général, le rôle que vous lui avez donné. Il y a quand même une note d'espoir à la fin dans ce livre. Ce que je ne voulais pas faire au début. Au début, comme je voulais pousser l'identification au maximum, grosso modo, Gabriel, il mourrait après l'exécution de Tommy. C'était un peu mon but. C'est comme ça, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai présenté le manuscrit à mon éditeur. Et là, l'éditeur a dit quand même, cette fin est un peu dure. Et est-ce que tu ne peux pas envisager une autre fin? Et donc j'ai réfléchi à cette question et j'ai pensé qu'il avait raison. Et donc j'ai fait une fin beaucoup plus ouverte. Il semble quand même se sortir de cette identification à la fin. Voilà. C'est ça la solution. Oui, c'est un peu ça la solution. C'est de revenir. Il retourne à Budapest, mais il va à Budapest, et puis il essaye de revenir jusqu'à la naissance du personnage auquel il s'est identifié pour effacer un peu cette identification. Et après, est-ce que ce sera positif ou négatif? On peut penser que c'est plus... Je sais pas. Ça vous est arrivé de lire des ouvrages égyptiens? Égyptien, de littérature égyptienne? Littérature égyptienne. Oui, ça me vient arrivé. En français, bien sûr. En français, bien sûr. Il y a par exemple Sonal Ibrahim, que je considère... je connais pas beaucoup. Ça, vous Très avez lu bien. ça? Oui, par exemple, que j'aime beaucoup. Un livre magnifique. Mais j'avoue que je ne connais pas très très bien la littérature égyptienne contemporaine. Enfin, je ne la lis pas assez, c'est vrai. Mais si je devais citer... et puis Albert Kosri aussi, bien sûr. Ça, c'est une de mes idoles. Et lui, il a écrit en français. Il a écrit en français, bien qu'écrivain égyptien, il a écrit en français. Et ça, c'est vraiment... Alors ça, c'est un auteur qui a beaucoup compté pour moi. Beaucoup. Et que j'ai eu la chance de rencontrer. Et puis Sonal Ibrahim aussi, d'ailleurs, j'ai rencontré une fois. Mais oui, c'est un très très bon écrivain. Et j'en ai sans doute lu d'autres, mais j'ai dû oublier. Les écrivains égyptiens. Quel est votre livre qui a reçu le plus de succès en France? Jusqu'à présent, mais tout n'est pas fini pour comment Baptiste est mort. Jusqu'à présent, c'est le tombeau de Thomas. Oui. Et je ne sais pas très bien pourquoi celui-là et pas d'autres. Je ne sais pas, celui-là a eu beaucoup de presse. Celui-là a bien marché. Le dernier aussi est en voie de bien marcher, mais c'est encore tôt. Quels sont les défis que vous rencontrez lorsque vous écrivez un livre? Et pour le principal défi, c'est d'être quand même assez régulier, quoi. Ne pas essayer de... On me dit c'est la discipline, quoi. Il faut être assez discipliné.
il ne faut pas perdre de vue le livre. Soit écrire tous les jours, soit un peu y penser tous les jours. Voilà. Comme je suis quelqu'un d'assez distrait, je peux me laisser distraire très facilement. Donc, vous voyez, c'est pas non plus, c'est pas terrible hein, comme défi. Mais donc c'est purement, comment dire, c'est purement un truc de discipline, quoi. En ce qui concerne le texte lui-même, c'est le défi permanent de l'écrivain, c'est-à-dire de traduire une idée par une phrase, et qu'elle soit autant que possible bien écrite. Ça, c'est le défi de chaque phrase. Quand vous écrivez un livre, est-ce qu'il y a des messages spécifiques que vous voulez faire passer au lecteur? Pas toujours. Non. Je réfléchis, hein, en même temps que je réponds, je réfléchis. Comment Baptiste et moi, il n'y avait pas vraiment de message, mais Tommy, oui, il y avait vraiment un message. Tommy, je l'ai écrit. C'était une époque où, je ne sais pas si vous avez sans doute pas connu ça, vous, mais où Nicolas Sarkozy était président de la République française, et il avait demandé, il avait ordonné, c'est un décret, je crois, qu'on lise tous les ans la lettre d'un jeune résistant français, Guy Moquet. Voilà, vous vous souvenez de ça, je ne sais pas si on l'a fait ici. La lettre de Guy Moquet. Et voilà, et en fait, moi j'ai trouvé ça bon, pas mal, qu'on fasse la lettre de Guy Moquet, bien qu'elle soit un peu... Bon, c'est une belle lettre. Elle est un peu comme... j'ose pas critiquer cette lettre, on ne peut pas le faire. Ouais, enfin bon. Mais, et en même temps, Nicolas Sarkozy, à l'époque, alors là c'est une conviction un peu politique, que peut-être vous n'allez pas partager, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais à l'époque, il avait un discours très anti-immigré, Nicolas Sarkozy. Et tous les mots de la France, en gros, venaient des immigrés en France. Et donc, c'est un truc qui m'énervait un peu. Et je me suis dit, au lieu de parler d'un jeune résistant français mort pour la France, moi j'allais parler d'un jeune résistant immigré mort pour la France. Et là, il y avait effectivement un petit message d'ordre un peu politique. Voilà. Tout en sachant que la portée de ce message venant de moi n'allait pas faire changer les choses en France. Mais il y avait quand même un petit truc politique. Je n'ai pas choisi par hasard. Mais... je voudrais savoir si les dialogues présents dans le tombeau de Tommy ont été inventés ou pas. Dans le tombeau de Tommy, des dialogues. Ah, c'est une bonne question, mais parce que je me souviens très bien. Il y a beaucoup de dialogues autour de Tommy avec sa mère ou... Alors peut-être certains. Il y a l'interrogatoire. Ah oui. Alors l'interrogatoire est tout à fait historique. Ça vient des archives. Ça vient des archives. Je me souviens que j'ai fait un site internet sur le tombeau de Tommy où vous pouvez télécharger l'interrogatoire. Et télécharger les lettres qu'il a écrites avant d'être fusillé. Et donc, oui, par exemple, l'interrogatoire, c'est quasiment du mot à mot du réel interrogatoire. Il doit y avoir aussi peut-être des dialogues que j'ai pris ou qui sont très proches du texte de sa mère, qui viennent de sa mère. Et puis, évidemment, tout le reste est évidemment inventé. Enfin, beaucoup sont inventés aussi. Et pour Comment Baptiste est mort, les dialogues sont inventés là, totalement. Alors là, c'est la pure fiction. Ah oui, fiction totale. Donc là, j'ai absolument tout inventé. Et ça a été d'ailleurs une toute petite difficulté. Parce que faire parler un policier qui est en même temps psychologue, donc qui ne pose pas n'importe quelle question,
c'est un peu... les questions ne sont pas posées un peu par hasard, quoi. Avez-vous rencontré des policiers Non. psychiatriques? Non, mais attends, je vais te raconter. Ensuite, il y a il y avait deux difficultés. Il y a le côté psychologique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'interrogateur il soit psychologue, et moi je ne suis pas vraiment. Et puis il y a le côté, la voix, la parole de Baptiste, Youmaï. Il fallait aussi qu'elle soit assez naturelle pour un garçon de 15 ans, quoi. Et moi, j'étais pas totalement sûr de faire un discours direct, un dialogue, une voix d'adolescent d'aujourd'hui, qu'elle paraisse juste. J'étais pas tout à fait sûr. Donc, c'était les deux difficultés. Pour les paroles de Baptiste, je me suis fié un peu à rien. J'ai fait comme j'ai pu. Et puis, apparemment, j'ai l'impression que je suis tombé un peu juste, quoi, parce que c'est pas un garçon des cités, hein, il parle pas en argot, donc c'est un petit bourgeois, donc il parle à peu près normalement, d'une façon simple, quoi. Et quant au questionnement psychologique de l'interrogateur, alors là, j'ai ensuite fait relire par deux psychologues le truc pour savoir si c'était plausible. Et les deux m'ont dit oui. Donc, voilà. Restez quand même. Et à propos des enfants qui sont embrigadés dès la naissance avec les terroristes, quand ils reviennent en société, croyez-vous vraiment que ce type d'interview peut vraiment les aider? En fait, bon, alors là, c'est le problème de tous les otages qui reviennent, quoi. Je sais pas, les enfants, c'est peut-être un peu plus aigu comme problème, mais grosso modo, tous les otages, quand ils sont libérés, passent par un débriefing. Ça dure plusieurs heures, parfois 48 heures. Et donc, on veut... C'est très délicat parce qu'on veut obtenir d'eux des renseignements, on veut qu'ils parlent le plus possible, et en même temps, ils sont en état de stress. Ils sont encore dans le traumatisme. Donc voilà, c'est très délicat. Alors est-ce que ça leur fait du bien? Je suppose que oui quand même, parce que d'abord ils ont une écoute, une parole. Mon affaire elle est un peu particulière évidemment, puisque je ne sais pas si vous avez compris ça, mais je suppose que oui, que l'interrogateur il sait depuis le début ce qu'il a fait. Donc il veut lui faire un peu avouer la chose. Et ça ne marche pas très fort, quoi. Ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas du tout. Parce qu'on peut aussi voir l'attachement de Baptiste aux djihadistes. Cet attachement était traduit par le fait qu'il veut garder son nom, Youmaï, son ancien nom, et que on peut dire qu'il fait partie de cette communauté djihadiste, qu'il ne veut pas quitter cette communauté parce qu'il était dans cette communauté dès sa naissance. Ouais. Alors comment l'aider? Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que c'est le... Il a peut-être pas un micro. C'est les effets du traumatisme. Lui, il n'a pas cette conviction, c'est pas une conviction chez lui, l'islamisme. C'est pas une conviction, c'est le traumatisme qu'il a jeté dans cet embrigadement. C'est pas une conviction qui est vraiment intime en lui. Et en même temps, donc le stress, plutôt le traumatisme, il fait qu'il ne peut pas revenir chez nous facilement. Et pour lui, c'est plus simple de rester dans l'esprit avec les gens de là-bas. C'est plus simple parce que ça le protège de sa propre mémoire, de la propre horreur qu'il a commise. C'est ça l'idée de l'islamisme, parce que c'est jamais une conviction pour le courant islamiste, mais c'est plutôt le fait que c'est devenu leur famille et que c'est difficile de quitter une famille. Ils veulent avoir une raison de vivre. Oui, mais ça aussi, oui, c'est important, ça, bien sûr. Le contexte,
Oui, par exemple, les djihadistes qui partent, français par exemple, qui partent en Syrie ou en Irak avec leur famille, avec leur femme, par exemple, la femme elle devient aussi plus ou moins djihadiste, peut-être pas par conviction, mais tout ça c'est un peu compliqué parce que tout ça est très subjectif, les convictions politiques, convictions religieuses, etc., tout ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas vraiment soi-même, qui sont souvent, qui dépendent du milieu et qui peuvent venir d'un événement traumatique, ou qui peuvent venir effectivement d'une chose de l'enfance. Et dans le cas de Baptiste, lui, il a un problème avec ses parents, avec son père. Oui. Quand il revient en société, quand il quitte sa famille idéaliste, comment faire en sorte qu'il revient vraiment, parce qu'il a écrit revenir parmi nous, qu'il revient vraiment parmi cette société française? La seule solution pour qu'il revienne vraiment, c'est qu'il se souvienne exactement de tout ce qu'il a fait et qu'il comprenne l'horreur de ce qu'il a fait. Alors c'est ça le but de l'interview. C'est ça le but. Et une fois qu'il aura reconnu et accepté, si on peut l'accepter, l'horreur qu'il a commise, à ce moment-là, on peut commencer à travailler avec lui pour qu'il essaye de se reconstruire, qu'il essaye de vivre avec ça en lui tout le reste de sa vie. Bah non, ni coupable, non. Je le considère plutôt comme victime. C'est-à-dire que s'il fallait le juger, là, comme ça serait très dur, mais enfin il aurait de larges circonstances atténuantes en tout cas. Et en même temps, c'est compliqué ça. Est-ce que c'est vous qui choisissez les pages d'ouverture? Oui et non. Pour Baptiste, il n'y en a pas encore. Pour Tommy, c'est moi qui ai proposé la photo. Il fallait trouver une photo du personnage. Il n'y en a pas énormément. Donc j'ai proposé celle-là, voilà, pas de problème. En revanche, j'ai eu un peu mon mot à dire pour. Il y a cette édition scolaire là qu'on voit là. C'est celle-là qu'ils ont. Ah, c'est celle-là. Oui. Alors là, ils m'ont montré ça, que je trouvais pas mal, mais la locomotive derrière, ils avaient mis une locomotive du Far West du 19e siècle. Et je leur ai dit que c'était pas possible. Il fallait qu'ils changent la locomotive. Voilà ce que j'ai fait pour cette couverture. Mais sinon, elle était pas mal. Je sais pas. Pourquoi ne pas choisir une illustration pour Comment Baptiste est mort? Pardon? Pourquoi ne pas choisir une illustration pour Comment Baptiste est mort? Parce qu'il faut que ça passe en livre de poche. Parce que donc, dans cette collection, chez Gallimard, il n'y a jamais d'illustration, avant que ça passe en livre de poche en folio. Et ça va probablement se faire, mais pas avant l'automne. Et à ce moment-là, oui, il va se poser le problème de l'illustration. Et ils vont me faire des propositions, moi je vais leur en faire, on va discuter, quoi. Alors, ils n'imposent jamais rien à cet égard aux écrivains. Et pour vous, qu'est-ce que vous préférez mettre sur ce... Ah, je ne sais pas encore. Hein. J'avoue, c'est difficile. En revanche, si, attends, j'ai dit pas des bêtises, mais en fait, Comment Baptiste est mort va paraître très bientôt dans une édition avec une couverture illustrée. C'est parce que ça a été acheté par un club du livre qui s'appelle France Loisirs. Et c'est des gens qui s'abonnent à un club et puis qui reçoivent des livres. Et là, il y a une couverture. Et ils m'ont fait une proposition que j'ai trouvée horrible. Alors j'ai fait une contre-proposition. Et puis qu'ils ont accepté plus ou moins. Quoi. Après, ils ont un peu trituré la photo. Enfin, et c'est une assez belle photo où on voit au premier plan la paroi d'une grotte avec des gravures rupestres. Et au deuxième plan, le désert. Donc c'est assez proche. Et c'est une belle photo. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont travaillé la photo avec Photoshop. Je ne sais pas, elle est devenue moche, mais enfin au début elle était bien. Et pourquoi ne pas jouer sur l'idée du renard et du mal? Oui, pourquoi pas. Ça peut être un symbolisme pour Ça, le fait que Baptiste est mort, maintenant c'est Yumai, alors on met le renard.
Oui, oui, pourquoi pas. Mais quand je suis allé à... Si on prend des propositions littérature et société, si tu veux. Ah oui, bah, quand je suis allé au lycée de Londres, au lycée français de Londres, donc ils avaient fait plusieurs affiches. Il y en avait une où il y avait le visage, un double visage, la moitié du visage c'était un renard et un deuxième visage, un adolescent. La deuxième moitié. Impossible, enfin c'était amusant. Quel était l'intérêt de faire apparaître des voitures rupestres Alors ça aussi c'est une question un peu difficile. Parce que moi c'est quelque chose qui me fascine beaucoup, les peintures rupestres. Donc c'est parce que moi ça me fascine, que j'aime beaucoup ça, que je les ai mises dans le livre, quoi. Maintenant, et après je me suis dit qu'est-ce que ça pouvait apporter. C'est plutôt ça. C'est comme ça, c'est dans cet ordre. Et ce que ça peut apporter, ben, c'est ça, c'est une espèce, une sorte de petite magie, quoi, qui le fait un peu revenir à ses propres origines, à lui, les origines de l'homme, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez, d'une certaine manière, un peu réconfortant.